Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur l'automatisation des processus pour gagner du temps et accroître votre impact. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Hello Asso, Isaït, Phoenix et GoJob qui vont pouvoir nous partager un petit peu leur expérience. Du coup, l'agenda rapidement, on a une présentation du coup des différents participants, leur témoignage et puis la vision de Salesforce sur la transformation digitale. Et puis des questions-réponses où on vous laissera forcément la parole pour que vous puissiez interagir avec les participants et puis avec nous également. Mais tout d'abord, je voudrais remercier nos inspirants et dynamiques participants pour ce qu'ils font, mais également à vous tous d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Votre travail rend le monde meilleur, plus équitable en tout cas, et puis nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous tous aujourd'hui. Léa, est-ce que tu veux bien commencer ? Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Léa, je suis cofondatrice et présidente de Hello Asso. Hello Asso, notre mission, c'est d'accompagner les associations dans leur transformation digitale et en particulier sur un point qui est celui du paiement et du financement. Donc, on existe depuis maintenant 11 ans. On s'est lancé en 2009 et on développe une suite d'outils pour les associations qui vont leur permettre de collecter des dons, des adhésions, de gérer des billetteries en ligne. On fait tout ça avec un modèle économique un petit peu particulier puisque tout est intégralement gratuit. C'était très important pour nous de pouvoir rendre ces outils accessibles à toutes les associations. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription, on ne prend pas de commission sur les paiements qu'elles vont recueillir sur la plateforme et on se rémunère avec un modèle de contribution volontaire. Donc, quand les personnes vont venir payer au profit d'une association sur Hello Asso, on va leur proposer, s'ils le souhaitent, de laisser une contribution en plus pour nous. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 120 000 associations qui sont un petit peu partout en France et on leur a permis de collecter un peu plus de 280 millions d'euros. Et tous les mois, c'est 5 000 associations qui nous rejoignent. On est aujourd'hui une équipe de 65 personnes et on est basé à Bordeaux. On a la chance d'être dans cette magnifique ville. Voilà, et sinon, à titre personnel, je suis également impliquée dans plusieurs associations, notamment cofondatrice de la Fondation des femmes, qui agit sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. Super, merci Léa. Et super boulot, c'est incroyable les chiffres que tu viens d'expliquer. Et puis, on peut peut-être mentionner que Bordeaux est devenu écolo, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On est ravis de pas habiter Perpignan. Isabelle? Oui, bonjour. Donc, je suis Isabelle Machola, présidente et cofondatrice d'Isaït. Isaït a 3 ans et demi d'existence. Isaït, c'est quoi? C'est une plateforme de crowdsourcing qui prend des projets digitaux d'entreprise, qui les découpe en micro-tâches et qui appelle la foule, ces jeunes femmes qui se connectent sur la plateforme et qui réalisent ces projets. Isaït, en fait, c'est une main tendue à un certain moment de sa vie pour réaliser un projet professionnel. Donc, on rentre chez Isaït pour travailler pas plus de 100 heures par mois, pas plus de 2 ans et demi chez Isaït, parce qu'on a un projet précis. Et Isaït, pendant ces 2 années et demie, va soutenir à travers des formations, une éducation, une communauté qui est très large, pour juste donner cette confiance à la jeune femme pour qu'elle puisse réaliser ses projets comme devenir entrepreneur, continuer ses études. Et chaque année, on produit un rapport avec Kimso, qui est un rapport de mesure d'impact social. Et c'est montré clairement que grâce à Isaït, eh bien, elle gagne la confiance, elle est beaucoup plus éduquée au monde digital, elle se professionnalise dans le monde professionnel. On fait vraiment passer ces jeunes femmes des pays émergents du monde informel au monde formel. Et puis, grâce à Isaït, elle trouve du travail. Aujourd'hui, on est une équipe à Paris de 16 personnes. On a un peu plus de 1000 jeunes femmes aujourd'hui sur 27 pays et 3 continents. On a 200 clients et notre objectif à 3 ans, c'est de donner du travail à plus de 10 000 personnes, ce qui est démontré que ça aurait un impact sur 40 000 personnes. Voilà. Et à titre personnel, je suis aussi au bureau de l'association Quelques femmes du numérique. Je suis de formation ingénieur. Malheureusement, quand j'ai eu mon diplôme il y a 30 ans, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les métiers du tech et même des études du tech. On était à 10-15%. Je suis triste de constater que
30 ans après, bah, c'est toujours la même galère. Et donc, Quelques femmes du numérique promeut justement la technologie à travers des très belles photos qui sont prises par Olivier Ezrati, qui est connu autour de l'IA, mais aussi de l'informatique quantique. C'est pour vraiment aller voir les jeunes filles en seconde, en troisième, en première, pour leur donner une vision de la tech beaucoup moins triste de l'homme dominant, du geek qui mange ses pizzas, etc. Donc, c'est vraiment pour leur montrer que le digital est un vrai levier d'indépendance et d'autonomie financière pour la femme. Donc, voilà, je suis très active là-dessus parce que je pense qu'il faut vraiment… le monde est composé de femmes et d'hommes et la femme doit être beaucoup plus représentée dans le monde de la tech. On ne pourrait pas te contredire là-dessus, je pense, avec Anouchka, Julia et moi, et même Léa, je pense. Et merci pour ce que vous faites. Il faut savoir que quand même 70% des gens qui vivent avec moins de 2 euros par jour sont des femmes et Isaït les aide au quotidien. Et ça, c'est vraiment génial. Jean, du coup? Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Merci à Salesforce pour prendre le temps d'organiser cette table ronde. Donc moi, j'ai 2 casquettes. La première, c'est je suis cofondateur de Phoenix, une entreprise qui est dans le zéro déchet alimentaire, dans la seconde vie des invendus. Donc nous, on a 2 solutions pour tous les invendus, à la fois de la distribution, Leclerc, Intermarché, Carrefour, Franprix, consorts, mais aussi les petits commerçants de quartier. On fait en sorte qu'ils ne jettent plus leurs produits en fin de vie, mais qu'ils les, premièrement, revendent aux consommateurs sur une appli mobile. Donc l'application Phoenix, sur laquelle vous, en tant que conso, vous pouvez racheter à prix cassé des produits qui sont en date courte, mais qui sont toujours très, très, très bons. Et la deuxième chose, c'est que ce qui n'a pas été racheté par le conso est poussé sur une plateforme pour que ce soit donné à des assos caritatives, type Restos du Cœur, Banque Alimentaire, Croix-Rouge, Emmaüs et ainsi de suite. Donc voilà, et puis le troisième temps, c'est que ce qui n'est pas consommé par des humains est proposé dans des circuits animaliers, donc un zoo, un centre équestre, une ferme. Et donc le but, at the end of the day, comme on dit, c'est de vider les poubelles de biodéchets et qu'il n'y ait plus rien dans ces poubelles-là et qu'on soit quelque part une sorte d'alternative ou de nouveaux standards aux pratiques historiques qui étaient la mise en décharge, l'incinération ou l'enfouissement. Donc ça c'est pour Phoenix. En 2 chiffres, on est 155 dans la boîte maintenant. France, Espagne, Portugal et Belgique. Et voilà, on a un impact dont on est fier puisque on a sauvé de la poubelle plus de 80 millions de repas depuis 2014. La boîte a 6 ans. Et tous les jours, on est sur 120 000 repas qu'on redistribue, soit sur l'appli, soit en don aux assos. Donc, on est assez fiers de ça. Et puis, à côté de ça, donc, je suis le coprésident du mouvement Tech for Good France et du mouvement des entrepreneurs sociaux avec Eva, ma binôme de choc. Et donc, je suis très content qu'on fasse ce truc, ce séminaire aujourd'hui, ce webinaire, parce que c'est exactement le sujet que je souhaitais pousser au sein de l'ESS. Comment apprendre des meilleurs, comment pouvoir bénéficier des meilleurs outils pour les mettre au service des structures qui ont moins cette culture-là et pour pouvoir démultiplier l'impact. Donc, c'est pile dans le mandat que je m'étais proposé de faire. Donc, parfait. Très content pour Super, ça. merci beaucoup Jean. Et puis, il y a quand même énormément de boulot vu la production alimentaire mondiale. Donc, bravo aussi pour cette belle mission. Et puis, du coup, pour finir, Pascal, est-ce que tu peux te présenter? Oui, très bien. Donc, Pascal Lorne. Donc, j'ai fondé GoJob il y a 5 ans maintenant. GoJob est une place de marché pour le travail avec l'objectif de donner un job à tout le monde, quel que soit son âge, son sexe, son origine ou son background. On est passé de 0 à 10 000 salariés intérimaires en 5 ans. Tout ça piloté par une équipe d'une centaine de personnes basée entre Aix et Paris. Voilà. Et par ailleurs, j'ai cofondé avec Claude Alfandéry, Françoise Malrieux et Thibaut Guilly sous l'égide de notre ministre de l'époque, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, exactement. Le French Impact parce que voilà, on avait pas mal avancé sur la French Tech avec Kat et Mounir à l'époque en se disant que c'était bien mais qu'on pouvait peut-être faire les choses un peu différemment. Donc on a créé French Impact, qui est un peu le pendant. Alors c'est quasiment une agence gouvernementale en fait. Aujourd'hui, ça commence à être un joli petit bébé avec on a 8 salariés. Et qui, comme la French Tech, voilà, a des programmes sur les territoires et un programme de hacking d'État avec une centaine de hauts fonctionnaires, beaucoup d'énarques qui
se mettent à disposition des entreprises et des associations pour leur faciliter l'accès à des choses qui paraissent complètement inaccessibles au sein de l'État et pour hacker l'État de l'intérieur. Donc ça bouge pas mal. Voilà, et je me réjouis d'être ici avec vous aujourd'hui parce que je pense que c'est une de nos missions, effectivement, de créer plus de passerelles entre la French Tech et l'impact. Merci beaucoup, Pascal. Et puis, de toute façon, ça va résonner avec les propos de Julia dans quelques minutes. Justement, trouver des missions, du boulot aujourd'hui avec l'impact économique de la crise. Du coup, GoJob a un beau rôle à jouer là-dedans. Merci à tous. Et du coup, côté Salesforce.org, je vais laisser Anoushka, Julia se présenter. Merci. Bonjour, je m'appelle Anoushka, présidente de Salesforce.org Europe. Je travaille depuis 20 ans dans le secteur et je suis honorée de pouvoir vous parler aujourd'hui. Et moi, je suis Julia, je suis spécialiste marketing chez Salesforce et je m'occupe des produits de marketing pour aider les organisations à communiquer de manière plus optimale avec tous les clients et aussi les donataires, par exemple. Merci à toutes les deux. Du coup, après l'accent hollandais et italien, on revient à un accent français. Kitri, enchantée. Du coup, après 10 ans dans le marketing digital, j'aide aujourd'hui les associations et puis les entrepreneurs sociaux à se lancer dans leur voyage de transformation digitale pour renforcer leur mission et accélérer leur impact grâce à la plateforme Salesforce. Anoushka, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement Salesforce.org et l'impact qu'on a aujourd'hui? Merci. Wow. Nous sommes fiers de travailler dans une unité commerciale spéciale qui s'appelle Salesforce.org. Salesforce pense que la technologie, lorsqu'elle est bien utilisée, peut changer le monde. Et nous sommes une entreprise engagée avec un modèle de philanthropie 1-1-1. 1% de notre temps, de nos capitaux et de nos produits sont offerts chaque année et nous proposons les meilleures solutions technologiques et des prix très réduits pour l'association ou l'entreprise à impact de toute taille et accès aux mêmes produits de pointe que l'entreprise privée. Nous aidons financièrement l'association, notamment autour de l'éducation et avec le COVID dans la recherche médicale. Nos employés dans le monde peuvent donner au minimum 7 jours de leur temps pour faire du bénévolat dans l'association de leurs soins. Merci beaucoup, Anoushka. Donc, effectivement, Salesforce donne beaucoup de son temps, de l'argent, mais également ses produits pour pouvoir permettre à tous d'avoir les mêmes outils et accélérer leur impact. Julia, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sur la situation actuelle? Oui, merci. Donc, aujourd'hui, on se trouve dans une crise. Et ça, ce n'est pas seulement une crise sanitaire, mais c'est aussi et maintenant surtout une crise sociale et économique. Donc, la pandémie de COVID-19 a mis encore plus en évidence les inégalités de notre système économique. Selon l'Organisation internationale du travail, cette pandémie pourrait mettre à risque 1,6 milliard de travailleurs. Et donc, l'objectif de l'entrepreneur social est aussi de trouver des solutions pour les gens qui sont exclus, sont les plus vulnérables, car les plus exposés aux effets du COVID. Et les ressources ont diminué, tant du point de vue financier que du point de vue des ressources humaines. Et donc, les entrepreneurs sociaux représentent une nouvelle référence pour les dirigeants d'aujourd'hui en tant que leader du changement. Et voilà, justement, aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un de ces leaders et je voudrais vous demander si vous ressentez que votre rôle devient plus crucial suite à cette pandémie. Et là, je laisse la parole. Peut-être, Isabelle, tu veux commenter sur ça? Oui, en fait, aujourd'hui, dans cette pandémie où on a été
confinés de façon un peu inégalitaire au sein des différents pays et continents. Nous, en fait, chez Isaït, la technologie a permis de continuer à donner du travail à ces jeunes femmes qui aujourd'hui sont la plupart donc style auto-entrepreneurs et qui ont l'habitude de travailler de la maison. Donc, c'est assez étonnant de dire qu'en 3 ans et demi, le mois d'avril 2020 a été notre plus gros mois de toute l'histoire d'Isaït. Et pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand le confinement est arrivé, les centres d'externalisation traditionnels, donc souvent basés à Madagascar, mais pas que, ont dû fermer. Et le temps qu'ils prennent la mesure de l'impact et peut-être s'organiser pour distribuer du matériel pour que potentiellement les personnes puissent travailler de la maison, et encore, on ne fait pas ça en une journée, ben, nous, on a continué nos opérations. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette technologie, le fait de pouvoir travailler en remote, eh bien, ces jeunes femmes, d'un coup d'un seul, n'auraient plus eu de travail. Elles ont pu continuer, même certaines sont parties à la campagne. Je pense à beaucoup de jeunes femmes qui étaient sur Tana, donc à Mada, elles ont eu peur, donc elles sont parties à la campagne. Elles ont continué à travailler, d'acheter des médicaments, de se protéger. Donc oui, carrément, on a un rôle à jouer pour soutenir les populations plus défavorisées. Et autour de cette technologie, eh bien, ça a permis une sorte d'égalité vis-à-vis du travail qui, malheureusement, on va bien voir que la crise sanitaire se transforme en crise économique et que dans les pays émergents, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc voilà, donc la technologie permet, moi j'aime bien dire que le monde il est plat, nous on est une organisation horizontale et ça a permis de distribuer de façon égalitaire. Donc oui, on a carrément un rôle à jouer. Bon, merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nos invités qui voudrait commenter aussi sur ce point? Bah, nous aussi, vas-y, Léa, si tu veux. Go. Ok. Oui, je partage ce que vient de dire Isabelle sur la fin, c'est-à-dire je pense que c'est important qu'on se dise là après cette crise sanitaire qui a été un contexte un petit peu exceptionnel, en fait on n'est qu'au tout début d'une crise qui va être beaucoup plus longue. Donc nous on l'a vu là sur les 3 mois qui viennent de s'écouler dans le secteur associatif, des organisations comme le Secours Populaire ont vu une recrudescence de personnes qui ont fait appel à leurs services, plus 45% a été enregistré par Secours Pop, dont beaucoup de publics qui jusqu'à présent n'avaient pas recours à l'aide alimentaire, notamment chez les étudiants pour lesquels le Crous a fermé pendant toute la période du confinement. Et du coup, il y a eu au sein des associations la nécessité de mettre en place ce système de protection sociale, de filet de sécurité, là comme c'est indiqué sur la slide. Et là, à mon sens, on rentre dans une zone qui est encore plus risquée, qui est qu'aujourd'hui, on est sous perfusion de mesures de sauvegarde des emplois et beaucoup d'entreprises actuellement bénéficient encore de financement de l'État qui leur permet de tenir. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Et je pense notamment pour les jeunes, j'ai échangé là avec des personnes des conseils des jeunes qui sont dans une inquiétude énorme de se dire mais c'est quoi les emplois qui nous attendent? C'est-à-dire on sort là sur le marché du travail, on n'a pas de chômage, on n'a pas de RSA, c'est quoi quelle trajectoire et quelle perspective on offre aujourd'hui à la jeunesse? Donc je pense que les associations vont être très très mobilisées sur le sujet, mais mine de rien ne peuvent pas tout faire toutes seules. On voit que ça va également avoir un impact sur le budget de philanthropie et de dons des Français. Toutes les crises ont un effet qui vient baisser le montant des dons. Donc, jusqu'alors, là, on a eu un peu un sursaut de solidarité. Tout le monde a réagi très fortement dans l'urgence, mais le pire est à venir. Une fois que les plans de sauvegarde de l'État s'arrêtent, une fois que les personnes qui ont donné dans l'urgence conservent également aussi le pouvoir d'achat qui leur reste, quelle trajectoire on dessine pour la suite? Et je pense, pour rebondir également sur l'aspect numérique, au-delà de cet enjeu de protection sociale qui doit être selon moi la priorité des mois qui viennent. Sur le numérique, on a vu là aussi de grandes inégalités où des personnes et des organisations ont pu tout à fait continuer
leur activité. Pour d'autres, ce n'était pas du tout le cas. Faute d'outils, faute de compétences. Et donc, quelque part, la crise a été aussi un révélateur de cette fracture numérique qui est bien réelle. Donc, nous, on a ressenti chez l'OASO vraiment ces deux aspects, je dirais, de plein fouet, avec un enjeu d'accompagnement très, très fort sur les outils numériques pour être en capacité pour toutes les organisations d'être plus résilientes quand de nouvelles crises de ce type se produisent. Super. Très intéressant. Moi, juste en 2 mots, nous, évidemment, on est convaincus que nos solutions ont d'autant plus de sens dans le contexte actuel, malheureusement, parce que, comme l'a dit Léa, on sent qu'on est sur un rythme où 20 à 30% de gens supplémentaires viennent pointer auprès de l'aide alimentaire. Donc, nous, plus on peut leur apporter de volume et plus on peut leur apporter d'invendus et de produits de qualité, mieux ils se portent. Et puis, il y a aussi une bonne frange de la population, je crois que c'est quasiment 11 millions en France, qui ont été basculés en chômage partiel, qui ne touchent que 84% de leur revenu net. Donc, toutes les économies qu'ils pourront faire sur leur budget achat, alimentation sera bienvenue. Et du coup, notre application qui leur redonne le pouvoir d'achat est aussi une bonne solution. Donc, je pense qu'au sein de l'équipe, on est d'autant plus convaincus de la pertinence de nos solutions et de notre mission. Et puis, de manière plus générale, je pense que la crise a été un gros catalyseur de prise de conscience sur la transition et que les nouveaux modèles qu'on représente tous autour de la table ont de beaux jours devant eux. Merci pour cette touche positive. Oui, merci beaucoup pour votre témoignage, c'est précieux. Et donc, pendant cette crise, toutes les organisations ont vécu différentes étapes. Et tout d'abord, ils ont dû trouver une solution rapide pour stabiliser les processus. Et après, ils ont dû normaliser les activités. Et maintenant, c'est le moment d'accélérer à nouveau. Et donc, j'aimerais inviter nos panélistes à partager avec nous si est-ce que votre organisation était prête à gérer cette crise et surtout quand vous pensez que c'est le bon moment pour se lancer dans une transformation digitale. Bon, je peux redire un petit peu, nous, notre organisation, elle était prête pour cette transformation digitale puisque intrinsèquement, on est une structure qui faisons que du digital, donc des formations en digital, des onboarding en digital, des suivis de projets en digital. Donc, ça a été, on va dire, c'était plus à la limite pour l'équipe française qui, ils étaient capables de travailler en digital de la maison, mais il y avait le côté social qui manquait beaucoup. Moi, je pense qu'à la question quand est-ce que c'est le bon moment, en fait, il n'y a pas un bon moment ou un mauvais moment. C'est le moment de se lancer quand on se dit que la transformation digitale va être un accélérateur des processus et de l'activité qu'on doit faire. Donc, nous, dans notre cas, on était déjà digital, mais quand on s'est posé la question, où est-ce qu'on perd du temps parce qu'on est une petite équipe de 15, on va optimiser tous nos processus pour aller chercher le client, le prospect, automatiser tous ces processus, facturer. Aujourd'hui, on a un processus très lourd, etc. Donc, on a regardé 2-3 points, on s'est dit, il faut qu'on se focalise. Donc, je pense que le mieux, c'est mieux de le faire, pas quand on est en position obligée, parce que voilà, c'est toujours un peu plus pénible. Mais je pense que il n'y a pas de bon et de mauvais moment pour se lancer. Nos réflexions. Donc nous, on a considéré que le relatif temps mort du confinement était le bon moment pour lancer un gros chantier de mise en place de Salesforce. On aurait pu avoir la tentation de décaler en se disant il y a trop d'incertitudes, donc c'est pas le moment de faire un gros chèque et d'investir là-dedans. On verra si on a toujours besoin de ça. Et en fait, on a pris la posture inverse en se disant là, on a du temps pour travailler sur le fond, pour mettre en place les process, pour bien paramétrer l'outil. Et justement, dans le but
d'être prêt à la reprise et de pouvoir appuyer sur le bouton encore plus vite dès qu'on sentira qu'il y a un début de rebond. Donc, nous, c'était ça. On a voulu prendre un peu le contre-pied de ce que faisaient beaucoup de gens qui étaient en mode cost killing, on gèle tout, on investit dans rien. Et nous, on s'est dit, bah non, ce chantier-là, on va au contraire le prioriser, le préserver, et on ne touche pas au budget, on ne touche pas aux équipes. Et au contraire, on met la gomme parce que c'est le bon moment. Donc ça, c'était pour la question du timing dans l'année, et puis comment on profite de la crise pour travailler sur ces chantiers de fond qui prennent du temps et du focus. Et puis après, nous, dans l'histoire de la vie de la boîte, à quel moment on a décidé d'implémenter Salesforce? On l'a fait nous, après la phase on l'a fait assez tard en fait, parce qu'on a 6 ans et on est juste en train de le mettre en place maintenant. Et c'est très lié au scaling et c'est très lié aussi à une sorte de changement de culture en interne que moi j'essaie de porter pas mal. Je vais reprendre une casquette de start-upper un peu caricaturale, mais nous au départ, pour que les gens comprennent, on était assez loin de la culture start-up au sens propre du terme. On était plutôt une entreprise de l'ESS, etc. Et on n'avait pas forcément toutes les bonnes méthodes, tous les bons outils et tous les bons processus. Et après, on a commencé à s'acculturer à ça. Et donc là, on a fait une grosse transformation. Et au début, nous, pour parler des ventes, très clairement, on avait des sales, donc des vendeurs qui étaient ce qu'on appelle full stack, c'est-à-dire que c'était la même personne qui faisait la prise de contact avec un magasin. Chez nous, en l'occurrence, c'est des Leclerc, des Intermarchés, des Super U ou des Carrefour. Une prise de contact téléphonique. Premier rendez-vous 1 de présentation de la solution, rendez-vous 2 de closing, et ensuite mise en place, et puis Customer Success Management, c'est-à-dire faire en sorte que le client soit content, qu'il reste dans la durée, faire de l'upsell, etc. Donc on avait des personnes qui faisaient toute la chaîne de valeur, et tout le cycle de vente, et même la pré-vente. Du coup, on ressentait moins le besoin de s'équiper d'un outil. Et le besoin est devenu criant quand on a commencé à saucissonner le cycle de vente, ce qui est à mon avis une très bonne pratique d'efficacité commerciale, mais qui doit se faire avec un outil. Donc maintenant, on a, comme dans beaucoup de startups US ou beaucoup de startups françaises, qui sont un peu des machines de guerre, type Doctolib, Miro et d'autres, hein. On a ce qu'on appelle des SDR ou BDR, c'est-à-dire des gens qui font l'avant-vente, qui préparent la vente, qui vont qualifier le lead, placer le premier call de prospection. Puis ensuite, on a des gens qui vont faire la suite, qui vont transformer l'essai, qui sont plutôt des chasseurs, enfin des gens qui sont des closers. Et ensuite, une fois qu'on a signé, on passe la main à une autre équipe, qui est du CSM, du Customer Success Management. Donc, une fois que ton client est chez toi, comment tu fais en sorte qu'il soit bien traité, bien choisi. Et donc, c'est là que chez nous est devenu crucial l'acquisition d'un outil qui fluidifie l'information, qui passe le relais avec des CR de call, des contacts qualifiés, des petites notes, etc. Quand c'était la même personne qui faisait tout, c'était moins important. Et quand on a fait des tâches très spécifiques, c'était ultra important. Donc voilà pourquoi on l'a mis en place maintenant. Et on est très content. Très bien, très bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Pascal, peut-être? Bon, oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean, je trouve que Jean a décrit quelque chose que j'ai vécu moi aussi dans ma startup précédente et sur lequel j'attire l'attention de nos participants parce que je pense, moi pour avoir passé pas mal de temps à l'étranger, je pense qu'en France, on n'a pas forcément une culture CRM très établie. Et alors, il existe plein d'ouvrages sur cette culture CRM. Vous tapez CRM ou Scaling Revenues sur Google, vous allez en trouver. Ils sont tous meilleurs les uns que les autres. Mais qu'on soit une startup ou du monde de l'ESS ou des deux, parce que nous, on est une startup et on est une ESS, à un moment donné, quand on veut passer à l'échelle, quand on veut scaler, il n'y a pas d'autre solution que d'entrer, tu appelles ça une machine de guerre, je ne sais pas si le terme machine de guerre est adéquat, parce qu'on n'est pas là pour faire la guerre, mais en tout cas, processer de manière très carrée le process de vente. Une vente, ça ne s'invente pas. Il faut savoir que avoir un bon produit, c'est une chose. Et en France, bien souvent, on a de bonnes idées, on a de bons produits, mais on sait mal les vendre. Et on n'a pas de culture process de vente. La culture process de vente, ça ne s'invente pas, ça existe. Et je vous garantis, je vois qu'il y a 24 participants, le jour où vous mettez en place un process de vente bien structuré,
vous allez multiplier par 10, par 50, par 100 vos revenus. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de l'organisation. Et ça passe par ce qu'a décrit Jean, donc je ne vais pas le paraphraser, mais 4-5 étapes, avant-vente, closing, customer success, etc. Et ça, c'est juste pas possible dès qu'on atteint une certaine taille, c'est-à-dire dès qu'on a plus de 3 commerciaux, grosso modo, dès qu'on a plus de 50 prospects, c'est juste pas possible de continuer sur Excel parce que ça devient n'importe quoi. L'information se perd, elle est confuse. Donc après, vous choisissez votre CRM. Là, on est avec Salesforce, donc on a tous envie de dire que Salesforce est meilleur, mais le plus important, c'est surtout de prendre un CRM et de se documenter parce que vous pouvez plugger tous les CRM de la planète. Il faut instiller une culture process. J'ai envie de vous dire, c'est la dernière étape de mettre en place le CRM. Il faut d'abord mettre en place une organisation dans laquelle il y a un découpage méthodologique du process de vente. Voilà. Et moi, je peux vous témoigner parce que maintenant j'ai 47 ans, j'ai vécu un peu 2 phases dans ma vie d'entrepreneur. Les 3 premières boîtes, je n'avais pas de CRM, je n'avais pas de process et je faisais un peu tout à la one again. Alors c'est surtout du B2B, donc ça marchait pas trop mal, mais sans plus. Le jour où j'ai commencé à mettre en place, j'habitais aux États-Unis à l'époque, j'ai commencé à mettre en place du CRM, ça a changé, mais c'est magique, quoi. Je vous garantis, c'est x10 en un an, quoi. C'est juste c'est de l'organisation. Ça, c'est du teasing, Pascal. On va en parler sur la prochaine question. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage. Et on a tous les participants qui ont répondu au sondage. Donc, 100% disent qu'effectivement, le Covid a accéléré leur envie et leur besoin, surtout, de se digitaliser. Et peut-être, Kitri, pour apporter une petite nuance sur cette question du timing. Nous, on a, durant la période de confinement, déployé Salesforce, hein, donc sur lequel on travaillait depuis plus de 6 mois en termes de paramétrage. Si c'était à refaire, on le ferait à un moment où on peut se voir. Parce qu'on a beau être très connecté, etc., il ne faut pas négliger l'impact d'un changement d'outil sur les équipes. Nous, on a 45 personnes qui ont changé d'outil de travail, qui ont changé de façon de fonctionner, donc on a fait beaucoup de formation, de prise en main, mais c'est quand même un changement. Et donc, dans la question à quel moment mettre en place cette transformation digitale, moi je dirais le plus tôt possible, avec une réserve qui est de ne pas choisir des outils qui vont être des usines à gaz par rapport aux process qui sont actuellement en place. Et après, sur la segmentation des responsabilités, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Nous, pour partager l'expérience Eloasso, on avait initialement une segmentation par cible avec des équipes qui adressaient soit le haut de marché, soit les plus petites associations et qui faisaient toute la relation de bout en bout. Et on s'est rendu compte qu'en termes de formation pour les équipes, de connaître tout le cycle d'accompagnement, on est une solution gratuite, donc on n'a pas de process commercial en tant que tel, on est plutôt sur de l'accompagnement des utilisateurs. C'est aussi très très lourd en termes de connaissances et de compétences à avoir. Et aujourd'hui, d'avoir scindé les équipes selon l'objectif et ce qu'elles doivent apporter aux clients, c'est aussi beaucoup plus facile d'onboarder des nouveaux collaborateurs avec des périmètres et des objectifs qui sont au final plus restreints. Ok, merci beaucoup Léa. Et oui, et sans doute, il y a beaucoup de leçons à tirer de cette pandémie. On a vu, c'est une opportunité pour beaucoup d'entreprises à changer, à prendre le temps pour changer. On a vu l'importance d'avoir une présence mobile et des systèmes flexibles qui nous permettent de travailler et continuer de rester opérationnels, indépendamment des espaces physiques. Et la migration vers le digital souligne aussi l'importance d'avoir des données fiables pour prendre des décisions qui sont stratégiques. Les gens sont de plus en plus connectés, ils sont sur plusieurs plateformes et donc c'est encore plus important de communiquer avec les bons messages au bon moment et là où ils se trouvent. Donc, une communication omnicanale et une migration vers le cloud représente la base d'une transformation digitale complète. Et ça, c'est grâce à avoir une infrastructure technique réactive, flexible et sécurisée. Donc justement, en parlant de flexibilité et d'agilité,
Maintenant, j'aimerais laisser la parole à nos participants. Pour cette première question, comment avez-vous mis en place un processus agile et flexible? Ah, Moi, je veux bien réagir sur ce point. Nous, il y a un point qui est clé dans l'organisation qui est le retour d'expérience et la rétrospective. Et en fait, ce qui nous permet de rester agile, de rester flexible. Donc, typiquement, on réunit toute l'équipe tous les 3 mois et on va consacrer 4 heures à peu près à faire de la rétrospective sur ce qui vient de se passer. De pouvoir mettre en lumière les dysfonctionnements dans l'organisation et ensuite collectivement de pouvoir déterminer quelles solutions on peut mettre en place. Et c'est là où, à mon sens, rentre la brique outil. Et souvent, nous, on va chercher à répondre à des problématiques avec les outils et pas l'inverse. Mais en tout cas, je pense que dans tous ces changements et plus les organisations grandissent à un rythme soutenu, c'est hyper important de pouvoir conserver du temps pour regarder dans le rétroviseur et permettre à toutes les personnes qui sont impliquées de s'exprimer et de dire ce qui va, ce qui ne va pas, pour permettre d'évoluer ensemble. Donc aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a maintenant 4-5 ans, qui est très attendu par toute l'équipe et on en ressort toujours avec beaucoup d'optimisation à mettre en place sur nos différents process. Peut-être en complément chez Isaïd, bon, on est bien sûr une petite structure, on est, comme je l'ai dit, une quinzaine de personnes. Nous, notre agilité, elle passe par une collaboration et une transparence de tous les sujets sur tout le monde. Alors, vous allez me dire 15 personnes, c'est pas très compliqué. Ce qui permet, en fait, donc on a un core système où on va bientôt avoir Salesforce, mais on a d'autres systèmes où on traque nos objectifs, les points, etc. Et comme tout est partagé avec tout le monde, ça permet que si quelqu'un est un CSM est un peu sous l'eau parce qu'il a beaucoup de projets à gérer, quelqu'un d'autre peut reprendre à sa place. Tous les lundis matins, toute l'équipe se rencontre. On regarde quels sont les points focus de la semaine. Chacun s'exprime et dit voilà, cette semaine, mes 3 points importants où je vais peut-être avoir besoin de un peu d'aide ou peut-être de la bande passante sur du dev parce que je dois faire quelque chose. C'est vraiment ce qui nous rend adaptable aux demandes du client. Je suis consciente qu'un modèle comme ça, quand on est 15, c'est facile. Quand on sera plus, ce sera peut-être plus limité. Et on utilise énormément, je rebondis sur un des points qui avait été dit, c'est aujourd'hui, on a fait une politique où on travaille au bureau 3 fois par semaine et 2 jours par semaine, on est, si on veut bien sûr, on fait du work from home. Et donc, ce qu'on a découvert aussi pendant le full télétravail du confinement, c'est que c'est hyper important d'écrire. Donc, le CRM, il faut le remplir correctement avec toutes les infos du dernier client parce que si un client appelle et que le sales ou le CSM n'est pas là, Isabelle, potentiellement, elle est capable de regarder tout de suite d'un coup d'un seul qu'est-ce qui s'est dit, où est-ce que c'est, etc. Et donc, on est passé dans un mode beaucoup plus d'écriture et de tracking d'informations. Donc, on a vraiment, par exemple, c'est anecdotique, mais les équipes, au départ, on utilisait Hangout, on est Google dans tout ce qui est Drive, etc. Bon, elles n'aimaient pas du tout, ils ont dit oh, tout le monde, les startups, ils utilisent tous Slack, ok. Donc on s'est mis sur Slack, sauf que nous, on est Slack en version gratuite, et donc il n'y a aucune archive. Et donc en fait, on a dit ça ne va pas le faire parce qu'on ne peut plus retrouver des choses, ils disent trop de choses sur Slack. Donc là, on est passé sur Meet, donc au moins il y a une historique. Voilà, on a vraiment, pour être agile, il faut qu'à tout moment, l'information soit là, et quand on n'est pas les uns à côté des autres, il faut que ce soit écrit quelque part, quoi. Moi, j'ai juste une phrase, c'est comme souvent, c'est très dépendant des personnes, donc il faut que ce soit ultra porté par les cofondateurs, cofondatrices, le top management, et puis aussi par les personnes en charge du projet directement. Donc ça dépend, comme très souvent, du casting qu'on fait, et si les gens ont la bonne attitude et le bon leadership, ça marche, et si c'est moins le cas, c'est plus compliqué. Donc nous, on est très contents d'avoir recruté une super équipe pour la mise en place de tous ces outils-là, dont l'outil CRM. Et ça compte, ça change tout, quoi. Et donc, une petite pensée pour Agnès. Agnès, Audrey et puis Andy qui arrive la semaine prochaine. Mais oui, tout ça, c'est guidé par Agnès, d'une main de maître. Tout à fait.
On va peut-être passer à la deuxième question, justement, comment accroître votre impact avec des ressources limitées? Et là, je pense que Pascal, justement, on en avait un petit peu parlé les semaines précédentes. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui s'est passé lorsque tu as mis Salesforce il y a 3 ans et puis je crois spécifiquement Pardot en place? Oui, bah, je rebondirai à nouveau sur ce qui vient d'être dit. Alors, nous, on était plus petits et néanmoins, on commençait à avoir une première crise de croissance dans laquelle ça commençait à être un petit peu compliqué à gérer. Voilà, on était passé de 7 à 25 personnes, donc on était encore une petite boîte, mais, mais néanmoins trop gros pour continuer avec Excel, enfin, Google Sheet. Euh, je me suis emparé du sujet et pour rebondir qu'il faut qu'il soit porté, je pense, par le fondateur, fondatrice, ou en tout cas un des deux, trois top dirigeants, parce que ça ne peut fonctionner que si derrière il y a un changement d'organisation assez fort. Et ça a été violent chez nous, c'est-à-dire qu'il y a eu des départs, il y a des nouvelles arrivées, il y a des gens qui ne voulaient pas suivre le mouvement, et il a fallu s'en séparer, parce que sinon c'est juste pas possible de mettre en place un nouveau process si les gens ne veulent pas le suivre. Ça a des implications dans vos SI, ça a des implications dans vos cycles de vente, ça a des implications compliquées sur la personnalité des gens qui bossent, sur leur process. Et ça, je pense que nous, on l'a fait vraiment à marche forcée, hein, puisqu'on l'a déployé en 12 semaines. Je pense que c'est un record. La plupart des gens, ils mettent 3 mois, 6 mois pour développer déployer Salesforce. Bon, on était petits et moi, j'étais vraiment à la manœuvre. J'ai même quasiment écrit une partie des lignes de code du truc pour être sûr que ça aille vite. Et je pense qu'il faut que ça aille vite parce que c'est tellement transformateur que pendant qu'on est en déploiement, en fait, au passage, on réécrit tous ces process. C'est quasiment l'équivalent de la mise en place d'une norme ISO, en fait. Hein, donc, ça va assez loin et ce genre de process, c'est pas bon si ça traîne. Donc, si je fais un retour d'expérience là-dessus, c'est prenez-le très au sérieux. C'est un gros investissement. C'est pas donné, des achats, des licences. Donc, derrière, il faut y mettre l'investissement humain et managérial à la hauteur. Par contre, les résultats, c'est juste magique, quoi. Derrière, après, une fois qu'on a mis en place un process qui est bien calé au niveau de la vente, bah ça sort tout seul. Je vous ai mis un lien hein, dans la conversation là, sur le bouquin que j'ai lu à l'époque, et moi qui a été complètement un déclic. Quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, ok, c'est bon, je déploie Salesforce, quoi. Il est très facile à lire, il est en anglais, mais il y a 10 chapitres qui répètent à peu près 10 fois la même chose, comme ça vient le faire les Américains. Donc, ils le répètent vue de gauche, vue de droite, vue d'en haut, vue d'en bas, mais à la fin, vous avez compris que si vous voulez accroître vos revenus, il faut développer un CRM. Parce que par nature, et je pense que s'il y avait une grande leçon à retenir, par nature, nous autres, les commerciaux, et moi je me définis comme commercial, nous sommes des gros flemmards en fait. Donc en fait, mettre en place un CRM, c'est forcer la machine à aller contre la nature. Quand je dis qu'on a des gros flemmards, c'est-à-dire que l'habitude, généralement, c'est de se dire, bon, au débarrage, je pars en mode chasse, donc je vais chasser des premiers clients. Et puis dès qu'on a chopé des premiers clients, on est tout content et on a envie de s'en occuper et on ne veut surtout pas les lâcher parce qu'on a créé l'intuitif personnel avec eux et qu'on veut que ça se passe bien. Donc évidemment, on fait l'upsell et puis on ne les lâche plus. Et quand on ne lâche plus un client et qu'on s'en occupe bien, et bien en fait, on a beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de temps pour repartir en chasse, qui est un autre métier. C'est complètement schizophrénique le métier de vendeur. C'est chasseur et vendeur et éleveur, c'est pas pour rien qu'on distingue les deux. C'est en fait, quelque part, ça force l'organisation à avoir des chasseurs qui passent leur vie à chasser et qui, par nature, par process, passent le client après à un closer et après à quelqu'un qui fait de l'upsell ou du customer management et donc repartent en chasse en permanence. Et si vous voulez grossir vos revenus, en fait, il n'y a pas d'autre manière que de garder une très grosse activité de chasse. Donc voilà comment est-ce qu'on l'a mis en place. Nous, ça a vraiment été les étapes. Et ce bouquin est décrit. D'ailleurs, c'est un des tout premiers séries de Salesforce qu'il a écrit. Et il décrit comment est-ce que dans son organisation, ça a tout changé pour lui aussi. Et du coup, est-ce que Pascal, tu pourrais nous partager ton expérience du coup d'il y a 3 ans? Bah, c'est ce que je viens de dire, hein, là, grosso modo. Hein, c'est voilà, j'ai décidé de mettre en place un process, choisi un CRM, et à l'époque, Salesforce m'allait bien, donc j'ai choisi Salesforce en l'occurrence, que j'ai abandonné par ailleurs
pourrait revenir tard. Donc, vous voyez, il faut aussi avoir l'humble. Enfin, c'est pas simple hein, il est jamais parfait votre CRM. Vous allez trouver que Salesforce est trop ci, trop ça, que HubSpot est trop ci ou trop ça. Il y en a un qui est trop cher sur un truc, l'autre qui est moins bien sur l'autre. On ne serait jamais satisfait, complètement satisfait, parce que globalement, c'est des outils qui sont hyper puissants et qui permettent de faire plein de choses. Donc, c'est un peu à vous de choisir lequel est le meilleur en fonction de votre organisation. Mais voilà, donc moi, ça a commencé par ça, le choix de l'outil, et ensuite descendre dans la cale, changer les process, le déployer et après vérifier que mes équipes appliquent le process. Et une fois qu'on a déployé son CRM, j'ai envie de vous dire, on pourrait penser que c'est fini, mais en fait, ce n'est que le début, quoi. C'est après, il faut qu'il soit utilisé. Donc, l'utiliser, c'est s'assurer qu'il soit bien rempli, qu'il soit rempli de manière correcte. C'est des trucs tout con, hein, mais que les prénoms soient toujours écrits en commençant par une majuscule et ensuite des minuscules. Les noms de famille, pareil, avec les bons accents. Pourquoi? Parce que le jour où vous voulez réutiliser votre fichier et faire un mailing derrière, bah, s'il n'y a pas les prénoms et que les noms sont écrits n'importe comment, vous allez vous retrouver avec des mailings dans lesquels ça va être marqué bonjour monsieur Jean au lieu de bonjour monsieur Dupont, quoi. Donc voilà, ça exige une normalisation de beaucoup de choses, y compris la façon d'écrire dans le CRM et de l'utiliser. C'est pas fun, hein, c'est pas fun, c'est une méthode, c'est une méthodologie qui tous les jours, et encore aujourd'hui, notre boîte a 5 ans, je passe encore une fois par mois dans les équipes. Je fais exprès, je descends dans le CRM et boum, 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 je relève des incohérences, des choses qui ont été mal écrites et je repasse le message aux équipes. Attention, remplissez bien votre CRM, sinon c'est n'importe quoi. Dans ma précédente boîte, on disait ce qui n'est pas dans Salesforce n'existe pas. Parce qu'on utilisait Salesforce. Ça, c'est à la base, absolument. Ouais, et je suis 100% d'accord avec ça et je pense que une des spécificités des boîtes à impact, des boîtes, de structures OSS, qu'elles soient associations aussi, comme mutuelles, c'est que pour rebondir sur ce que dit Pascal, qui est très juste, c'est qu'on a souvent des personnes qui sont, en tout cas moi c'était le cas chez Télis, qui sont très engagées, très militantes et parfois hostiles à ce genre de mise en place. Passer sur l'anglais, nous ça a été une révolution culturelle. Mettre en place tous les processus de vente, effectivement, comme l'a dit Pascal, il y a plein de réticences, des gens qui vont dire ah mais non, mais c'est pas nous, ça ne nous ressemble pas. Donc, il faut vraiment aligner l'organisation, et en particulier dans des boîtes comme les nôtres, où on n'a pas toujours cette culture-là à la base. Donc, c'est pas une mince affaire, quoi, la culturation à tout ça, et la rigueur et l'efficacité nécessaire pour mettre en place et s'y tenir. Parce que c'est long. Si au début, c'est un investissement, au début, ça prend du temps, il faut remplir, il faut faire son petit CR de rendez-vous, il faut faire sa fiche. Enfin, c'est un investissement sur le long terme, mais à court terme, c'est plus un pain qu'autre chose. En fait, je vais devoir vous quitter, moi, parce que j'ai un autre call dans 6 minutes, là, mais juste un dernier petit mot avant de vous remercier. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le fondateur de Solidays il y a une semaine, et justement sur la culture de l'ownership et de l'excellence. Solidays, il gère 7000 bénévoles avec une équipe d'une 30aine de salariés. Le niveau d'exigence doit être encore plus fort parce que les bénévoles viennent là et donnent de leur temps et ils veulent qu'en face, il y ait de l'excellence opérationnelle. Donc, moi, c'est un peu le message que j'ai envie de Pascal, on t'a perdu. Là. Si vous êtes des associés, des services publics, si vous êtes dans l'ESS, c'est bien de tolérer. Ah ouais, vous m'entendez? Allô? C'est mitigé. Oui. Ouais. Bon, bref, juste pour dire que l'excellence, c'est pas uniquement dans l'entreprise, c'est aussi dans les associations et dans le monde de l'économie sociale. Et c'est pas parce qu'on est dans l'excellence et dans l'exigence qu'on perd sa mission. Nous, on a une mission qui est de mettre des jeunes au boulot. Et on y arrive parce qu'on a un degré d'exigence et d'excellence qui est très fort vis-à-vis de nos équipes. Et c'est comme ça qu'on progresse. Voilà, c'est pas incompatible du tout. C'est pas un gros mot de dire qu'on met en place un CRM et qu'on met en place des trackers sur nos mesures d'impact. Bien au contraire. C'est comme ça qu'on avance et qu'on fait grandir nos équipes. Voilà, je vais devoir vous laisser sur ces mots-là. Et je vous remercie pour votre attention et bonne continuation. Et pour terminer sur ce qu'elle disait, il a quand même réussi à organiser son pipe de prospection à l'époque
Il était passé de 500 000 euros à 5 millions en un an. Donc, je pense que ça parle à pas mal d'entrepreneurs. Voilà. Est-ce on enchaîne sur la question suivante, vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Du coup, quel système avez-vous mis en place pour prendre les bonnes décisions? Du coup, Léa, Jean, Isabelle, est-ce que rapidement, vous pouvez partager Oui, moi, j'étais interpellée par les échanges sur le changement culturel et je pense que c'est assez clé. Et nous, pour faciliter quelque part cette transformation des process, on a une approche avec les équipes où on leur a demandé de réfléchir à quelle était la valeur de leur métier et que seule elle était en capacité de faire. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier, on était très attachés à l'accompagnement humain qu'on pouvait apporter à nos utilisateurs et donc d'automatiser une partie de ces process, c'est quelque chose qui pouvait aller à l'encontre des valeurs, gérer de la motivation de l'équipe. Et avec cette approche par la valeur, ça a permis aussi de se dire, en fait, tout ce qui peut être fait par quelqu'un d'autre d'une part et par un outil d'autre part, automatisons-le pour pouvoir se concentrer justement sur la valeur. Et aujourd'hui, cette approche par la valeur est aussi ce qui nous permet de prendre des décisions d'automatisation, de se dire, typiquement répondre à un utilisateur quand il nous dit j'ai perçu mon reçu fiscal, est-ce que vous pouvez me le renvoyer? On n'a absolument aucune valeur ajoutée à faire ça. Donc pour ça, c'est bien qu'il y ait des process qui soient automatiques ou des chatbots ou des IA qui peuvent prendre le relais sur ce type de demande et pour pouvoir nous se concentrer plutôt sur des problématiques de comment je réussis ma campagne de levée de fonds et que j'arrive à mobiliser des gens. Donc ça répond pas tout à fait à la question qui est sur la slide, mais voilà, j'avais envie d'apporter ça en complément. Mais ça va nous permettre de faire le lien avec justement notre vision, parce que comme on est un peu hors timing, à part si Jean et Isabelle, vous voulez rebondir, mais du coup, comme on parle beaucoup de gouvernance, de conduite du changement, oui, vas-y Isabelle. En fait, je voulais juste rebondir dans ce qu'avait dit Pascal, etc., le changement culturel. Moi, ce que j'ai appris, parce qu'au cours de ma carrière, j'ai implémenté des outils, enfin Salesforce d'ailleurs, chez Dell et Cisco au niveau mondial. Et ce que j'ai appris, c'est que souvent l'outil est vu comme Big Brother, c'est le chef qui veut faire ça pour traquer. En fait, il faut vraiment prendre le temps, et je pense que Léa, c'est une bonne idée de ce que vous avez fait, c'est prendre le temps pour chaque organisation, et parfois pour certaines organisations, c'est plus compliqué, de trouver le ROI pour ces organisations. Parce qu'à toute étape du cycle du CRM, il y a un bénéfice. Si on n'arrive pas à avoir un bénéfice pour toutes les personnes qui vont l'utiliser, ok, on peut donner un coup de bâton, il faut que tu rentres les informations, mais si lui-même ne voit pas de bénéfices, ça ne va pas se faire automatiquement. Et parfois, le challenge, c'est entre le top manager et la base, donc le responsable des ventes et peut-être le chasseur, il y a une autre chimie qui se passe, etc. Et donc, c'est vraiment, tous les projets de CRM qui n'ont pas marché, c'est parce qu'en fait, on n'a pas pris le temps de vraiment analyser les besoins de chacun. Pour moi, s'il y avait un truc à se rappeler, c'est ça, quoi. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est la conduite du changement qui est très importante et la gouvernance. Jean, tu veux rebondir rapidement? Non, c'est bon. J'ai rien d'intéressant à dire de plus que ce qui a été dit. Si ça ne vous embête pas, nos participants et puis l'audience ont fini en 10 minutes promis parce qu'on est un peu hors timing. Mais j'aimerais quand même vous partager avec nous justement la transformation digitale selon Salesforce, mais ça recoupe un peu tout ce qui a été dit. C'est-à-dire le niveau agilité et flexibilité des processus, c'est avoir une vision unifiée de toutes les activités de votre entreprise pour ne plus avoir de silos et que les données soient partagées en interne et formaliser des processus et avoir une gouvernance claire afin de mieux travailler. Et Léa, je rebondis sur l'histoire des reçus fiscaux. C'est des tâches qui peuvent être justement automatisées et qui n'ont pas une valeur ajoutée et qui nous permettent de nous focaliser sur des missions beaucoup plus importantes, la gestion des bénévoles, etc. Et on travaille, il ne faut pas l'oublier, Salesforce.org, c'est aussi et surtout les associations. Julia, en 2 minutes aussi. Oui, je serai très bref. Donc, le deuxième pilier pour Salesforce, c'est d'accroître son impact avec des ressources limitées. Et comment on fait ça? Donc, à travers l'automatisation.
Et ça va permettre aussi de rester pertinente et réactif sur tous les canaux digitaux. Moi, je l'ai dit, des spécialistes marketing, je sais comment c'est important d'automatiser, mais aussi de créer une communauté en ligne pour collaborer plus efficacement entre l'équipe, mais aussi pour engager mieux avec les clients. Et du coup, le troisième pilier de cette vision qu'on a de notre côté, c'est que regrouper toutes vos informations sur la même plateforme, ça vous permet d'avoir une vision unique de votre activité, ça vous permet de créer des dashboards, des reportings simples, garder aussi les données parce que quand il y a un turnover, quand il y a quelqu'un qui s'en va, on ne perd pas le travail qui a été réalisé et puis on continue d'avancer. Et puis éventuellement aussi utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des recommandations en temps réel sur les prochaines actions à suivre. Rapidement également, on a écouté beaucoup d'organisations, on va dire même des milliers d'organisations à travers le monde avec lesquelles on travaille et on a identifié la formule pour réussir sa transformation digitale. Ça paraît simple, mais c'est d'abord se digitaliser pour mieux engager avec l'ensemble de votre écosystème et de façon personnalisée. Ne plus avoir vos données en silo, mais bien avoir une vision unique de vos activités. Et de cette façon, vous aurez des données exploitables pour prendre les bonnes décisions. Voici un rapide panorama de tout ce qu'on propose chez Salesforce. En gros, Salesforce, ce n'est pas qu'une solution pour répondre à un besoin ou une problématique type gestion de contact, mais c'est bien une plateforme innovante qui est ouverte, fiable et évolutive pour vous accompagner sur le court, moyen, long terme en fonction de votre actualité. Donc, on vous aide à vous rapprocher de vos clients, à accélérer votre mission en centralisant vos informations pour unifier votre organisation, gérer votre service client, vos contrats, votre finance, vos campagnes marketing sur tous les canaux, même collaborer en interne, former les équipes, analyser vos chiffres avec de l'intelligence artificielle ou même Tableau, et puis créer aussi également une plateforme externe typiquement personnalisée avec les données Salesforce pour que vos clients puissent se loguer. Et un chiffre dont on est assez fier, c'est que 85% de nos clients déclarent qu'on les aide à réussir leur mission, en tout cas à mieux le faire. Donc voilà. Et du coup, maintenant, on pourrait peut-être prendre une question. Est-ce qu'il y a des questions de nos auditeurs pour… oui, plusieurs fois, les associations ils ont demandé, on a des personnes qui ont demandé s'il y a des tarifs spéciaux pour les associations. Alors, effectivement, Salesforce, ça peut faire peur parce que c'est aussi la même technologie de pointe pour les entreprises privées que pour les entrepreneurs sociaux ou les associations. Mais il faut savoir que à minima, c'est au moins 50% de réduction. Donc, il faut nous contacter. On sera capable de faire un geste. Les prix n'ont rien à voir avec les prix salesforce.com parce que justement, c'est dans la valeur de philanthropie de notre fondateur d'aider les associations et les entrepreneurs sociaux à avoir une solution de pointe, mais à un prix, en tout cas, très réduit par rapport à ce que fait salesforce.com. Julia, est-ce qu'il y a d'autres questions des auditeurs? Non, je vais mettre un lien pour les tarifs sur le chat. D'accord. Alors ça, c'est les tarifs standards, on va dire. Et puis derrière, on peut en discuter, bien évidemment. Oui. Voilà. Et puis bon, c'est top, hein. C'est une super. Nous, quand on a découvert ça via Agnès, c'est une super offre. C'est une chance pour toutes les structures qu'on représente, hein, de l'ESS et de l'économie à impact positif, d'avoir accès à cet outil dans ces conditions de rapport qualité-prix. Donc, c'est un super atout, je pense qu'il ne faut pas louper. Merci, Jean. Et puis, grâce à justement Jean, Isabelle, Léa et puis Pascal, on n'a pas encore une grande notoriété sur le marché français et grâce à vous et merci beaucoup d'avoir été présents, j'espère que des entrepreneurs sociaux qui cherchent à avoir de l'impact pourront nous contacter, qu'on discute des conditions d'éligibilité mais également des tarifs, de leurs besoins parce que comme vous l'avez vu, on a une plateforme qui est très riche. Salesforce souhaite aider les entreprises et les associations sur plein de choses. Donc, là, on l'a tournée en mode entrepreneuriat, mais Léa, je pense elle connaît un petit peu la phase associative où là, on va aider la gestion de dons, des bénévoles, des programmes, de la collecte de fonds. C'est un vrai sujet en ce moment, comment on digitalise sa collecte de fonds. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que Mathieu pourra également partager nos contacts, le replay de cette session.
Et puis voilà, merci à tous.